vais essayer de répondre à cette question, ça n'est pas simple, j'ai un quart d'heure. Je vais peut-être vous décevoir tout d'abord, parce que pendant le déjeuner, manifestement, vous espériez que ça serait un panel très vivant, parce que la CNIL et Google, côte à côte, ça aurait été forcément quelque chose qui devrait produire des étincelles. D'ailleurs, on nous a placés assez loin avec Yoram Elkaïm. Je vais vous décevoir parce que je pense qu'on est sorti un petit peu de la phase, si j'ose dire, quasiment hystérique qui a été entretenue. Je ne reproche pas ça à Google, mais en règle générale, à propos de cet arrêt. Je pense que la première chose que la CNIL pourrait souhaiter, en fait, autour de cet arrêt, c'est sans doute un petit peu de pacification et de réflexion. Voilà la première tonalité. Parce que cet arrêt, il est remarquable à bien des égards, et c'est certain qu'on est en train de constituer une espèce de monument, quelque part, du droit de l'Union en matière de protection des droits fondamentaux. Une espèce de cathédrale médiévale qu'on va bâtir brique par brique ou bloc de pierre par bloc de pierre. Néanmoins, il faut remettre les choses à leur juste proportion, parce que la décision de la Cour, somme toute, elle était malgré tout assez prévisible. Quelque part, le droit à l'oubli, comme on l'a souvent appelé, il n'est pas totalement nouveau. Il est une émanation, finalement, des droits qui existent depuis 1978 en France, depuis 1995 dans toute l'Union européenne, droit d'opposition, d'effacement, rectification, tout ça en soi, ça n'est rien de bien nouveau. À tel titre d'ailleurs, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure sur le projet de règlement européen qui est en gestation très laborieuse à Bruxelles, que le droit dit à l'oubli numérique, qui faisait l'objet d'un article spécifique dans le projet de texte, est aujourd'hui un simple droit au déréférencement intégré à l'article sur le droit d'effacement. Donc, tout d'abord, voilà, c'est nouveau, mais ça se rattache à du connu. Ce n'est pas, comme l'a dit le professeur Marino, un véritable droit à l'oubli. C'est un slogan formidable, ça a beaucoup joué d'ailleurs pour faire parler de ce droit. C'est la Commission européenne, à la limite, qui doit plaider coupable là-dessus, puisqu'elle a beaucoup mis en avant ce droit à l'oubli numérique dans son propre projet de texte. Mais il ne faut pas céder aux sirènes du simplisme, c'est-à-dire que c'est un droit qui, en aucune manière, n'a pour conséquence d'effacer l'information à la source. Le premier risque de censure, à dire vrai, il est là, et pour moi, il est inexistant. Les moteurs de recherche, d'ailleurs, ils continuent à indexer les pages en question. Donc, elles ressortiront. Enfin, ça, Yoram Elkaïm en parlera mieux que moi. Il s'agit juste de supprimer un chemin d'accès particulier à la page en question. Chemin particulier tracé par le nom de la personne. Ensuite, vous l'avez très bien dit, donc j'y reviendrai pas, c'est que ce déréférencement, il est ni automatique, ni absolu. Il faut trouver un équilibre entre différents droits et intérêts. Les motifs qui justifient le déréférencement doivent trouver leur source dans les articles 7 et 8 de la charte. Il faut que l'information soit pertinente, non pertinente, périmée, etc. Donc, voilà. Et vous avez des exceptions, comme vous l'avez très justement dit, pour respecter l'intérêt du public à avoir accès, à disposer de cette information. C'est le paragraphe 81 de l'arrêt. C'est évident que ça va poser des problèmes aigus d'interprétation. On les aura dès demain, sans doute, à la CNIL, si on ne les a pas déjà. Elle se pose bien évidemment aux moteurs de recherche, Google au premier chef. On s'y attend, mais on va gérer. Cet exercice de conciliation en fait, entre des droits fondamentaux, quelque part, si j'ose dire, il faut aussi raison garder. On a l'habitude, entre guillemets, à la CNIL. C'est rien de nouveau. Je ne veux pas vous dire, braves gens, dormez tranquille. Ça n'est pas un sujet aisé. Mais ce n'est pas nouveau que des articles de presse, notamment, fassent l'objet de demandes d'effacement de la part de plaignants. Auprès de la CNIL, c'est quelque chose que tous nos homologues connaissent également. C'est difficile. Il est évident que ça nous amène à nous mettre en relation avec des éditeurs de sites, des organes de presse qui ne voient pas d'un bon œil la CNIL arriver chez eux, comme tous les praticiens du droit de la presse, je pense. Mais grosso modo, ce qu'il est intéressant de savoir, c'est qu'on a quand même réussi à trouver un modus vivendi pendant quelques années avec les principaux éditeurs de sites qui, au début, vraiment faisaient la sourde oreille, mais qui, petit à petit, compte tenu des risques, effectivement, et de la gravité de certains faits pour les personnes qui étaient cependant anodins dans le cadre pour l'intérêt du public, ces éditeurs de sites avaient accepté carrément de désindexer, là, pour le
pour le coup, les pages. Donc on allait au-delà d'un droit au déréférencement. Cet équilibre, quelque part, ce modus vivendi, il est effectivement remis en question par l'arrêt Costeja, comme on veut, parce que maintenant les éditeurs de sites, spontanément, vont nous dire allez voir le moteur de recherche et laissez-nous tranquilles. Mais ça, c'est un autre sujet. Je crois qu'il y a, pour vous qui n'êtes sans doute pas en majorité des spécialistes de la loi informatique et liberté, je crois qu'il faut aussi faire bien attention. La protection des données n'a pas l'intention de rentrer vraiment de manière frontale sur le terrain des journalistes, du droit de la presse, etc. Il y a d'ores et déjà dans la loi informatique et liberté, et ce depuis 1978, des exceptions extrêmement larges à l'application de l'essentiel des dispositions de la loi, hormis le droit d'opposition, justement, au bénéfice des journalistes, des organismes de presse. Donc, quelque part, depuis le début, la possibilité de ce choc frontal entre protection des données, liberté d'information, etc., il est prévu, et pour nous, franchement, c'est pas très, très nouveau. À tel titre d'ailleurs que, faudrait que je vérifie la référence, mais je crois que c'est l'article 80 du projet de règlement européen, donc toujours en gestation à Bruxelles, qui prévoit que les États membres auront l'obligation d'adopter une législation spécifique permettant de concilier justement ces droits fondamentaux. Ça sera une obligation claire, faite en ce sens. Ça montre bien qu'il n'y a pas un droit qui prévaut sur l'autre, c'est un équilibre à trouver. Peut-être que je peux vous dire aussi, parce que je viens de parler des plaintes, ce qui n'est pas inintéressant, je suis désolée, parce que du coup, ça va faire sortir complètement de notre table ronde du périmètre les intrusions dans la vie privée des personnalités publiques. C'est-à-dire que nous, les personnalités publiques qui viennent demander un droit de déréférencement à la CNIL, c'est pas compliqué, il n'y en a pas. Voilà. Ceux qui viennent nous voir, c'est des kidam, c'est des gens qui ont eu un problème un jour dans leur vie, un accident de la vie, un monsieur Costera. Voilà, qui a eu malheureusement, qui a divorcé, ça lui a causé d'importants problèmes financiers, d'où des dettes, d'où le fait de vendre, etc. Obligation légale, l'information est mise en ligne sur un site, et c'est ce qu'on appelle la mise au pilori électronique. Ce monsieur tout le monde, dont honnêtement on n'a rien à faire de savoir quels ont été ses problèmes, il se retrouve pendant des années, des décennies, avec cette information qui remonte et qui le plombe et qui l'empêche d'avoir une vie normale. Pour nous, le droit au déréférencement, c'est ça, c'est remettre des gens un peu à la case départ sur des informations dont il est manifeste qu'elles n'ont pas d'utilité pour l'intérêt du public. C'est ça, le droit au déréférencement. De ce point de vue-là, oui, la CNIL, évidemment, est très heureuse de la consécration de ce droit par la Cour de justice de l'Union. Alors, sur quoi il faut vraiment insister? Parce que pour l'instant, j'étais un peu défensive, je m'en rends bien compte. Je serai aussi positive. Je crois que, comment est-ce qu'il faut voir cet arrêt? C'est d'abord que la Cour de justice s'est imposée vraiment en quelques années comme un acteur majeur de la défense de la protection des données personnelles dans l'Union européenne. Voilà. Quelque part, la CEDH avait eu tendance à prendre le lead pendant des années. La CJUE, maintenant, elle est leader sur ces questions-là, et c'est peut-être pas complètement anecdotique, d'ailleurs, qu'elle ne fasse pas référence à la CEDH. Quelque part, chacun chez soi, c'est peut-être ça aussi la logique derrière. Il y a eu 3 décisions, mais dans des domaines complètement distincts qui ont été rendues en quelques années. C'est peut-être pas inintéressant de le dire quand même. Il y a eu un arrêt Volcker, alors ça n'a strictement rien à voir, mais en 2010, un texte communautaire, un règlement est tombé parce qu'il prévoyait une mise en ligne brute de fonderie, si j'ose dire, de l'intégralité des noms des bénéficiaires d'aides agricoles dans le cadre de la PAC. Sans nuance, sans durée d'allocation des aides, d'allocation des aides, disons, sans conditions. Enfin, c'était vraiment brut. Donc, le petit agriculteur ardéchois, je caricature à dessein, et le grand agriculteur de la Beauce, et alors a fortiori dans d'autres pays de l'Union, étaient mis exactement sur le même plan. Ça, la Cour a considéré que c'était pas admissible. Pas de nuance. C'est pas que ça n'est pas possible, c'est que les modalités de mise en ligne n'étaient pas acceptables. Vous avez eu plus récemment, dans cette même année 2014, un arrêt sur la directive Data Retention. Je ne sais pas si on l'appelle comme ça. Donc en gros, la Cour, sur le fondement de la charte aussi, a annulé, invalidé purement et simplement la directive qui prévoyait la conservation des données de connexion dans les États membres. Alors ça a été toute une épopée. La transposition de cette directive a été un chemin de croix, je crois, partagé par tous les législateurs de l'Union. La directive est tombée tout simplement parce que le texte ne prévoyait pas de garantie suffisante à la mise en œuvre de cette obligation. Je ferai court, mais c'était quand même un coup de tonnerre, le premier, en fait, qui était annonciateur quelque part de l'arrêt Costera. La charte prime sur tout. Vous avez une surveillance massive des citoyens, sans garantie suffisante, le texte tombe. Donc,
c'est évident que là, on assiste à la manifestation par la Cour de la force juridique qu'il faut accorder à la charte. Il faut replacer aussi cette décision dans un contexte plus large, hormis ces décisions de la CJE, bien sûr. C'est qu'on négocie donc actuellement ce projet de règlement européen sur la protection des données à Bruxelles. C'est un texte qui est négocié dans des conditions ahurissantes. Je crois que le Parlement européen n'avait jamais vu autant d'amendements lui tomber dessus, quelque chose comme 4000 amendements. Je veux dire, ça ne se compare pas aux demandes de déréférencement soumises à Google seul, mais ça a été quand même inédit en termes de chiffres pour le Parlement européen. C'est honnêtement... C'est une forme de guerre, enfin, quelque part. Il s'agit de savoir quel est le texte qui va prévaloir demain en matière de protection des données dans le monde, avec bien évidemment un chiffon rouge absolu qui est l'extraterritorialité du règlement, appliqué donc à des grands acteurs de l'économie numérique, dont Google bien évidemment, mais pas que. C'est énorme, c'est vrai que c'est un chiffon rouge. Je crois que Prism a beaucoup joué aussi. Il a fallu quand même que la Cour marque le terrain quelque part et rappelle que la Charte des droits fondamentaux empêche une surveillance massive, systématique des citoyens de l'Union. C'est aussi comme ça, je pense, qu'il faut lire cette décision. Alors, de manière plus spécifique, si je tiens les délais à peu près, là, ça va 5 minutes, ça ira très bien, c'est tellement simple. Les éléments marquants du cas de l'espèce, je pense, c'est que c'est la soumission, en l'occurrence de Google, mais en réalité de l'intégralité des moteurs de recherche et des acteurs étrangers opérant sur la base du même modèle économique, aux règles européennes de protection des données. On qualifie le moteur de recherche de responsable de traitement dans notre jargon, c'est-à-dire qu'il a une responsabilité autonome, détachée de celle des éditeurs de sites. Ça ne veut pas dire que les éditeurs de sites n'ont plus une responsabilité et qu'ils n'ont plus de droit, d'obligation de respecter les droits, peut-être d'effacement, d'opposition, que sais-je, des personnes. Mais ça veut dire surtout que les moteurs de recherche deviennent à part entière, en fait, des responsables de traitement qui doivent répondre à ces demandes d'exercice des droits. Il y a une interprétation extensive aussi de la notion d'établissement. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais pour motiver l'ancrage dans le droit européen, l'application du droit européen aux activités des moteurs de recherche, la Cour de justice a été très innovante en suivant cela l'avocat général de la Cour pour, quelque part, attraire dans le droit européen les moteurs de recherche. C'était aussi quelque part prévisible parce que le projet de règlement européen, clairement, c'était ça qu'il voulait faire. La Cour a été précurseur, il lui a coupé, entre guillemets, il lui a pris la priorité, mais c'était ça l'idée. Il y a un moment où les citoyens de l'Union européenne ont droit à une protection. Et ce n'est pas parce qu'un responsable de traitement est établi hors de l'Union européenne qu'il peut couper, entre guillemets, cette protection. Les critères, c'est quoi ? C'est soit vous avez un établissement dans un État membre, soit vous avez recours à des moyens de traitement sur le territoire de l'Union. La Cour n'a pas regardé cette notion de moyen de traitement, ce qui aurait été intéressant pourtant, mais a considéré que Google était établi sur le territoire de l'Union. Google France, en fait, qui a quelque part une activité de vente d'espaces publicitaires, je schématise à outrance, a pour conséquence d'attirer la compétence du droit français, le fait qu'il y ait un établissement en France, parce que la vente d'espaces publicitaires, quelque part, est indissociable. C'est le modèle biface de cette économie, est indissociable de la constitution de profils utilisateurs et donc de la collecte de données via des services essentiellement gratuits sur les citoyens de l'Union. Et au-delà du droit à l'oubli, moi je crois que c'est ça aussi qui est important, on parle beaucoup du droit à l'oubli, du droit au déréférencement, mais le fait que le droit européen s'applique aux moteurs de recherche, à Google, ça va au-delà du droit au déréférencement. C'est l'intégralité des activités des moteurs de recherche qui est désormais soumise au droit français, du fait de l'installation, l'établissement de Google en France, et puis dans les autres pays de l'Union. Ça n'est pas le moindre des défis, ça n'est pas simple, il n'y a pas que le droit à l'oubli. Je vous rappellerai d'ailleurs que la décision de sanction de la formation restreinte de la CNIL avait adopté cette même position. Le droit français est applicable à Google. Cette position a été implicitement validée par le Conseil d'État en référé. Il faut prendre ça avec des pincettes, évidemment. Mais en gros, on était sur un autre volet. On n'était pas sur du droit à l'oubli. On était sur une question d'information des personnes, législation cookie, etc. Le droit français s'applique. Donc on va loin, en fait, avec cette décision de la Cour de justice.
qui est inédit aussi, je crois, dans cet arrêt, hormis la masse de demandes, c'est le fait qu'aujourd'hui se pose très très clairement la question de l'articulation entre de l'activité des moteurs de recherche, des éditeurs, des autorités de protection des données et des juridictions. On n'a jamais été à ce point liés, à ce point dans le même bateau. Ça va être difficile, du coup, de dire que du jour au lendemain, on a des guidelines très claires. Il y aura beaucoup de casuistiques. Il y aura sans doute des décisions un petit peu divergentes entre les juridictions, les autorités, etc. Mais l'objectif, c'est quand même d'essayer de tenir tout ça un petit peu ensemble et que ça soit cohérent. On voit que des décisions juridictionnelles commencent à sortir en France. Donc, une récente ordonnance du TGI de Paris de septembre. Malgré tout le talent, la ressource de l'avocat de Google France, on a quand même retenu l'application de la loi informatique et liberté, n'est-ce pas, au cas de l'espèce. On verra, mais ça va pas être facile. La CNIL les CNIL et les juridictions sont mises quelque part sur un pied d'égalité à la lecture de la décision. Donc, les personnes qui vont faire l'objet de refus de déréférencement auront le choix, aller soit à la CNIL, soit vers le juge. L'autorité ou le juge, il lui appartiendra de faire cette fameuse balance d'intérêts. On n'aurait pas forcément pensé initialement que c'était à la CNIL de le faire de manière prioritaire, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un exercice qui pour nous est inédit, donc pourquoi pas, ça n'est pas impossible, contrairement à ce qu'on a dit. Mais il est certain dans de nombreux cas de figure, ça sera le juge qui sera le mieux à même de trancher. Alors pour les autorités aujourd'hui, quelle est la priorité ? Il faut qu'on mette en œuvre cette décision de manière cohérente et coordonnée. On a des plaintes qui sont arrivées, nous aussi, ce n'est pas des chiffres aussi spectaculaires que ceux qu'a reçus Google, mais nous, à la CNIL, on a quelque chose comme 70 plaintes. Alors, au prorata, ça ne paraît pas gigantesque, mais pour la CNIL, il faut quand même comprendre que c'est un pic. Quand même, c'est rare d'avoir en aussi peu de temps, sur un sujet donné, autant de plaintes. 70, ça fait peut-être sourire, mais tout le monde ne vient pas à la CNIL ensuite. Il y en a peut-être qui sont partis voir le juge, ça on n'en sait rien. Et les cas qui nous sont présentés sont intéressants, très diversifiés. On verra concrètement comment on pourra en faire. En tout cas, pas de personnes publiques. Ces plaintes, on ne va pas les traiter seules. On va les traiter dans le cadre du groupe de l'article 29, qui est notre groupe de coordination des CNIL de l'Union, dont la CNIL a aujourd'hui, la présidente de la CNIL, Isabelle Falque-Pierrotin, est aujourd'hui présidente du groupe de l'article 29. On a une mission qui est d'assurer l'application cohérente de cette décision. Et puis à terme, surtout d'éviter tout dumping intra-union sur ces questions. Donc très concrètement aujourd'hui, parce que je pense que c'est ça qui peut vous intéresser, comment est-ce qu'on procède ? On met en commun toutes nos plaintes de manière anonyme. On fera sans doute pas ça dans la durée, mais l'idée est de voir d'ores et déjà quels sont les types de plaintes qui nous arrivent et essayer d'avoir des guidelines communes. En bon français. Il faudra qu'on s'accorde sur les difficultés pratiques de mise en œuvre de l'arrêt, l'information des éditeurs, l'effet extraterritorial d'un déréférencement, jusqu'où aller. Il faudra gérer ce sujet dans la concertation. Ça, je crois que c'est le maître mot. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il faut qu'on sorte un peu de l'exagération et de l'hystérie. C'est déjà fait d'ailleurs, puisque fin juillet, on a eu à Bruxelles une réunion avec les principaux moteurs de recherche. On échange, on est d'ores et déjà sur un terrain constructif. Il a été reconnu que la mise en place extrêmement rapide, il faut le dire, par Google de ce formulaire et le traitement de nombreuses demandes, c'est quand même quelque chose qu'il faut saluer, parce que ce n'était pas évident dans un délai comme celui-là. On a rencontré également les représentants de la presse en ligne, les syndicats européens. Il faut gérer tout ça dans la concertation. On ne pourra pas régler tout ça seul, chacun de notre côté. Ça paraît complètement illusoire et surtout voué à l'échec. Donc, je suis absolument désolée. Pas d'hystérie, pas d'excès. Le calme plat. La sérénité. La sérénité.